On a dit dans le titre, on va parler un peu de cette notion de temps. Le rapport avec l'actualité, c'est tout simplement déjà la sphère du Homer, le fait qu'on se trouve dans le Homer. On va un peu détailler cette mitzvah et on va voir bien entendu qu'elle a un rapport particulier avec le temps. Donc non seulement nous sommes en plein dans le Homer, mais également nous avons lu dans la paracha qui vient de passer, le paracha Témor, c'est la première fois dans la Torah où il est fait mention de toutes les fêtes. Puisque au départ, on parle surtout de Pessah, et puis petit à petit, on avance dans les mitzvot. Et là, dans la paracha de Hémor qu'on vient de lire, Kadosh Baruch Hu parle de toutes les mitzvot, de toutes les fêtes qu'on va avoir l'obligation de respecter. On les connaît toutes, on ne va pas les citer. Et dans ces fêtes-là, eh bien, est citée la mitzvah du Homer. La mitzvah du Homer, en fait, fait partie intégrale de ce qu'on appelle, nous, les Moadim. Donc tous ces temps-là, d'ailleurs, c'est intéressant également, ça ne va pas être le sujet, mais que les fêtes, on les appelle en Lashon HaKodesh, on les appelle un moed. Dans l'hébreu de la Torah, on appelle ça un moed. Normalement, en hébreu moderne, c'est un hag. Dans la Torah aussi, ça s'appelle hag, mais il y a également le terme de moed. D'ailleurs, par exemple, dans l'entre-deux-fêtes, on appelle ça chol ha-moed. Moed, on traduit souvent la fête, mais en fait, c'est un temps. Alors, pourquoi est-ce que la fête est rattachée au temps? Tout simplement parce que, forcément, par la force des choses, eh bien, elle est liée à certaines périodes de l'année, donc elle est liée au temps, mais c'est également parce que la fête est synonyme de certains aspects de notre vie qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie où il faut travailler différentes choses. À Sukkot, il y a un travail à faire différent de Pessah. À Pessah, il y a un travail à faire différent de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Kippour. Chacune des fêtes a sa particularité. Donc c'est pour ça qu'elles sont liées au temps, parce qu'en fait, il faut un temps pour tout dans la vie. C'est un principe de base. Mais revenons d'abord à ce dont on va parler principalement aujourd'hui, c'est-à-dire cette mitzvah du Homer. Alors la Sfirat HaHomer, nous dit la Torah, Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat, miyom aviachem et Homer ha-Tenufa, shiva Shabbatot temimot et hiyena. Traduction, Usfartem lachem, vous allez devoir compter, vous compterez, depuis le lendemain, alors littéralement du Shabbat, mais le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le lendemain du jour chômé de Pessah, c'est-à-dire le lendemain du premier Yom Tov de Pessah, vous allez devoir compter. Vous allez devoir compter quoi? Miyom aviochem et Homer ha-Tenufa. À partir du moment où on aura amené l'offrande du Homer, l'offrande du Homer, c'est une offrande qui était amenée au Beth Amikdash justement le deuxième soir de Pessah. C'est une offrande d'orge qui permettait, entre autres, de consommer la nouvelle récolte de blé et des autres céréales. Et à partir de ce moment-là, donc le lendemain du premier jour de Pessah, on va avoir l'obligation de compter Sheva Shabbatot, Temimot, Tiyena, 7 semaines complètes et parfaites. C'est une obligation que l'on a dès le lendemain du premier jour, du premier Yom Tov de Pessah, de compter Sheva Shabbatot, Temimot, Tiyena. La Torah nous demande de compter 7 semaines. C'est de là que vient bien entendu la Sfirat du Homer. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut bien dissocier 3 appellations qui comprennent le Homer, mais qui n'ont rien à voir. Vous savez que dans le Homer, il y a 3 choses différentes. Il y a cette offrande du Homer. Le Homer tout court, c'est l'offrande qu'on amenait le lendemain de Pessah au Beth Amikdash, une offrande d'orge. Ça, c'est ce qu'on appelle le Homer. Quand on parle du Homer tout court, on parle de l'offrande du Homer. En fait, la mincha du Homer, ce n'est pas le Homer tout court. C'est la mincha du Homer, l'offrande du Homer. Après, vous allez avoir Sfirat HaHomer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il nous reste, c'est ce qu'on fait principalement tous les soirs pendant cette période-là. Sfirat HaHomer, le compte du Homer. Et vous avez toutes ces contrariétés qui s'appellent en fait la avelout qu'il y a dans le Homer, le deuil du Homer, qui est lié à la perte des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il faut bien retenir qu'à l'origine, le point de départ, c'est l'offrande du Homer, Minchat HaHomer, qui va entraîner la Sfirat HaHomer. Et après, des années plus tard, il y a eu l'histoire de Rabbi Akiva et de ses élèves qui de fait, nous ont imposé un deuil commémoratif de par l'importance de ce moment-là, des milliers d'élèves qui ont succombé d'une épidémie. Mais ça, dans l'absolu, ça n'a quasiment rien à voir avec le Homer, c'est juste que c'est arrivé pendant cette période-là. Donc revenons à notre histoire. Donc la Torah nous dit qu'on a cette obligation de compter Sheva Shabbatot, Temimot, Yina, 7 semaines parfaites, 7 semaines complètes, 7 semaines pleines. Ça, c'est la mitzvah de la Torah dans Sfirat HaHomer. Cette mitzvah est donnée, comme je vous l'ai dit quand on a commencé, elle est donnée
au moment où Akadosh Baruch Hu nous donne toutes les fêtes. Et parmi ces fêtes-là, nous dit il y a un compte à tenir. Et il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est ce compte-là. Parce que comme vous le savez, dans la Torah, dans chaque mitzvah qu'on nous donne, il y a ce qu'on appelle la raison de la mitzvah. Alors, dans chaque mitzvah, dans la plupart des mitzvot, il y aura bien entendu une approche qui est beaucoup plus à notre portée. Et il y a une approche qui sera plus compliquée pour nous à obtenir, qui a des conséquences bien entendu spirituelles, kabbalistes, qui ne sont pas à notre portée, qui ne sont pas accessibles à nous. Mais bien entendu, la Torah nous a été donnée, à nous les hommes, et si elle nous a été donnée, c'est qu'on est en capacité de comprendre dans chaque mitzvah pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Pourquoi est-ce qu'on fait cette mitzvah-là. Et on se doit d'ailleurs de faire les choses de cette manière-là, sinon on perd le goût, on perd en saveur, parce que quand tu fais des choses que tu ne comprends pas, tu peux tenir sur le temps, mais au final, il te manquera toujours quelque chose. Tu as besoin de comprendre pour être convaincu et pour pouvoir appliquer. Enfin, je vous prends des exemples tout simples. On va prendre par exemple Rosh Hashanah, on a parlé des fêtes. Rosh Hashanah, la Tkiyat Shofar. Donc la mitzvah principale de Rosh Hashanah, c'est de sonner du shofar. Concrètement, qu'est-ce que ça fait sonner du shofar? Le Rambam nous donne la raison pourquoi est-ce qu'on sonne du shofar à Rosh Hashanah. C'est comme un cri pour éveiller les consciences, pour qu'on fasse teshuva, pour qu'on se réveille et qu'on retourne vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'idée première du shofar. Mais si on s'arrête là, c'est vrai que c'est limité parce qu'au final, c'est juste un son. Alors pourquoi je ne pourrais pas faire un son avec autre chose, avec un instrument, quel qu'il soit, et puis pourquoi est-ce que le shofar? Alors bien entendu, dans ce domaine-là, il y a des connotations différentes. Pourquoi est-ce qu'on le fait avec le shofar? C'est la corne du bélier, etc. C'est des aspects qui sont plus compliqués, qui sont moins accessibles pour nous. Mais on sait, le point de départ, c'est quoi? C'est l'éveil de l'individu, l'éveil de l'être humain, l'éveil du juif vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la raison du shofar. Quand vous avez mangé la matzah à Pessah, pourquoi est-ce qu'on a mangé la matzah à Pessah? La Torah nous le dit noir sur blanc. On le dit dans la Gada, matzazo she'anu ochlim al shuma, ashum shayu avotenu. Pourquoi est-ce qu'on mange la matzah? Parce que nos ancêtres mangeaient de la matzah en Égypte et en conséquence, en rappel de ça, on mange de la matzah le soir du Pessah, le soir de Pessah. Mais on sait très bien que quand on pratique quelque chose, ce n'est pas juste un souvenir. Il y a des conséquences beaucoup plus profondes. On dit par exemple que la matzah, c'est le lechem de l'aïmouna, parce que je vais manger un bout d'une galette qui ressemble à ce qu'on mangeait de nos ancêtres il y a des milliers d'années, alors ça va mettre de l'aïmouna en moi. C'est évident que ce n'est pas si simple que ça, qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Mais à minima, il y a quand même cette première approche qui doit nous être utile pour commencer à pratiquer la mitzvah. Donc ça, c'est l'idée, quelle que soit la mitzvah que vous allez effectuer, vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver une raison, pourquoi est-ce qu'on la pratique, il faut trouver cette raison-là. Revenons à notre histoire. Notre histoire ici, c'est la Sphira du Homer, le conte du Homer. Quand tu réfléchis quelques instants, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous demande? La Torah nous demande de compter 7 semaines, 7 fois 7, 49. Donc 49 jours. On doit compter 49 jours. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on essaie de faire. Tous les soirs, ceux qui arrivent à tenir le compte, tous les soirs pour pratiquer la mitzvah. Alors on nous demande de compter les jours. Et je compte les jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et j'avance, et j'avance, et j'avance, et j'avance. Jusqu'à quand? Jusqu'à Shavuot, 49 jours. C'est la mitzvah que la Torah nous a demandé de faire. La question c'est, ok, on compte des jours, on compte des semaines. Mais au final, qu'est-ce que c'est une journée? C'est un temps, c'est des heures, c'est des minutes. Okay? Mais compter les jours juste pour compter les jours, est-ce que c'est un intérêt? Quelle est l'utilité pour une personne de compter des jours? De dire aujourd'hui on est le premier jour du Homer, aujourd'hui on est le deuxième jour du Homer. Est-ce que ça vous apporte quelque chose dans votre vie? Alors on a parlé de la matzah. Tu fais le seder de Pessah, si tu le travailles bien, si tu mets de la valeur dans ton seder de Pessah, dans la consommation de matzah que tu as, de la mitzvah que tu vas faire avec la matzah, ça va créer quelque chose en toi. Ça va créer ce lien que tu as au sein même de ton peuple, de comprendre d'où on vient, de comprendre pourquoi l'homme Israël est tellement important, qu'est-ce qu'il a subi, etc. Donc ça crée quelque chose. Quand on a parlé du shofar tout à l'heure, ça crée cet éveil-là. Quand tu es concentré sur ta prière, quand tu te rends à la synagogue le jour de Rosh Hashanah, quand tu entends le son du shofar, ça crée quelque chose en toi. En tout cas, si ça ne le fait pas, si ça ne te fait aucun effet quand tu es assis et tu écoutes le son du shofar à Rosh Hashanah, il faut te poser des questions. Mais dans l'absolu, normalement, quand tu te rends et que tu écoutes le son du shofar le jour de Rosh Hashanah, ça a un effet. Tu comprends ce qu'on recherche. Tu comprends ce qu'on recherche. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire, j'attends pas forcément une réponse, mais c'est que vous posez au moins la question dans votre tête pendant qu'on avance dans le shiur, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que ça va me faire de compter les jours du Homer? Qu'est-ce que ça va me faire de dire aujourd'hui on est le 22e jour du Homer, aujourd'hui on est le 35e jour du Homer? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça m'apporte
à moi en tant que juif, en tant que juive, dans ma vie, dans ma spiritualité, dans ma manière d'être, dans ma vision des choses. Qu'est-ce que ça me change? Qu'est-ce que… Alors oui, pourquoi pas? Pour certains, c'est juste il faut s'en débarrasser. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, cette histoire de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se raser, c'est des choses de deuil qu'on a ramenées qui n'a rien à voir avec le conte du Homer. Parce que ça, c'est venu des années plus tard. C'est venu à environ 1200 ans après que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah et donc la mitzvah de faire le Homer. C'est que plus tard, 1200 ans plus tard, il y a eu cette épidémie qui a décimé les élèves de Rabbi Akiva. Et en souvenir de ça, par solidarité, les Chachamim ont institué ce deuil qui nous empêche d'écouter la musique, qui nous empêche de nous raser, entre autres, c'est les choses, de nous couper les cheveux, entre autres, voilà les choses principales. Mais ça, c'est à part. Et en plus, si tu réfléchis comme ça, dans l'absolu, c'est juste une contrainte. Alors, on est d'accord qu'une mitzvah n'est pas censée être une contrainte. Elle peut être difficile à appliquer, effectivement, mais fondamentalement, le propre d'une mitzvah, c'est qu'elle est censée t'ajouter quelque chose de plus dans ta vie, et pas juste d'être un fardeau, pas juste d'être un poids. Encore une fois… C'est parce qu'il y a 7 midas et on doit travailler 7 midas dans les 7 midas, du coup 7 fois 7, ça fait 49. C'est mignon ce que tu dis, mais ok, ça tient sur c'est une mitzvah de quoi, etc. C'est vague. Donc tu amènes un élément, ok, là tu es parti directement à la fin, mais ce qui est intéressant à retenir dans ton idée, c'est travailler. Mais travailler quoi? La Torah, dans l'absolu, elle ne t'a pas demandé de travailler. La Torah t'a dit tu comptes 7 fois 7, 49. Magnifique, si on fait des mathématiques. Ce qui est écrit dans la Torah, Sheva Sartem Lachem, vous compterez pour vous, Sheva Shabbatot Timotina. Ce qui est intéressant, le seul mot qui est intéressant, qui nous donne un indice, c'est que la Torah, voilà exactement, c'est que la Torah nous dit Sartem Lachem, vous compterez pour vous. C'est bizarre comme terminologie parce que vous compterez, si j'ai une mise à faire, vous compterez 49 jours, 7 semaines. Pourquoi vous compterez pour vous? Donc déjà, ça nous donne un indice. Ça nous donne un indice que ce qu'on va faire, c'est pour nous. Quand on dit pour nous, ça veut dire quoi? C'est en notre faveur. C'est parce qu'on a un intérêt là-dedans. Alors, ça ne répond pas complètement parce qu'on n'a toujours pas trouvé notre intérêt. Mais en tout cas, la Torah nous a donné un indice. Cette mitzvah-là que je vous donne, c'est un grand intérêt pour vous. On ne le voit pas dans tous les mitzvot de la Torah. Dans un mitzvot de 1, alors on y arrive, ok, on a compris. Ça t'a donné l'élément qu'il fallait, c'est le travail, mais encore une fois, il va falloir comprendre quoi, pourquoi, comment, pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe. Ok, t'as donné l'idée, t'as donné de quoi réfléchir à tout le monde. Réfléchissez là-dessus pendant le développement du shiur, mais l'idée là, en tout cas, on doit se poser la question. On doit se poser la question. Et je suis certain qu'il y en a beaucoup qui ne se posent même pas la question. On fait la mitzvah, on s'amuse à envoyer les rappels tous les soirs. Il y en a qui sont là pour nous embêter tous les soirs, à nous envoyer un rappel, faites le Homer. Tu sais plus, sur tous les groupes, on t'envoie des trucs. Ouais, voilà, pour ceux à qui Shlomo en a parlé, il avait voulu envoyer tous les soirs sur le groupe, on a mis 600 personnes le rappel. Alors je lui ai dit, Shlomo, c'est une très très belle initiative, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont fuir. Et puis moi, ça m'arrive dans d'autres groupes, je reçois des fois à 2h du matin. Moi, je dors déjà depuis 3h. Le compte Homer, j'ai fait il y a déjà 6h. Et tu te réveilles, tu reçois une petite notification. Ok, non, mais c'est bien. C'est une misère, il y en a qui veulent bien faire. Mais bref, on s'envoie les trucs, on fait la mitzvah, on compte. C'est très bien, c'est important. Mais si on ne va pas au fond de la chose, ça reste fade, ça reste limité. Tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. Et encore une fois, je ne suis pas certain que la plupart se posent la question. Pourquoi est-ce qu'on compte son Homer? Qu'est-ce que ça nous apporte, ce compte du Homer? Qu'est-ce que je gagne à le compter? Alors, tu as apporté un élément de réponse qui est très intéressant. Mais avant d'aller justement, de commencer véritablement le développement qui va nous amener à la réponse, continuons déjà à approfondir un peu l'idée de la question. L'idée de la question, la Torah nous demande de compter quoi? Des jours et des semaines. On compte des jours. Ce compte-là, des jours, c'est quoi une journée? Une journée, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste du temps. C'est du temps qui passe. C'est des minutes qui passent. Des journées qu'on vit et après qui sont derrière nous. Mais en fait, le temps en soi, je compte jour 1, jour 2, jour 3, mais j'ai aucune notion de la valeur déjà de ce temps-là. Parce qu'une journée, en fait, elle peut être super belle comme elle peut être super horrible. Et pour une personne, elle peut être géniale, il peut arriver des super belles nouvelles, de grandes réussites pour beaucoup. Et pour d'autres personnes, ça peut être la même journée, elle peut être horrible. Donc en fait, le temps, pourquoi je vous dis ça, le temps, ce n'est pas une fin en soi. Le temps, c'est juste ce qu'on appelle un outil. C'est un outil que moi, je dois utiliser à bon escient et que malheureusement, certains utilisent à mauvais escient. Mais le temps, c'est qu'un outil. Donc, compter le temps n'a strictement aucune utilité. Ce qui compte, c'est que de savoir si j'ai du bon temps à passer, peut-être déjà, ça a une valeur. Mais juste de compter pour compter, ça sert à quoi? Ça me sert à quoi de compter 1 jour, 2 jours, 3 jours? C'est comme l'anniversaire. C'est intéressant l'anniversaire, le concept de l'anniversaire. Le concept de l'anniversaire, il est super intéressant.
chaque année, on fête, en tout cas on essaye de faire, pour ceux qui ont des amis, de fêter notre anniversaire, ok? On essaye de fêter notre anniversaire en famille, entre amis, en couple, peu importe, chacun à sa manière, mais on essaye de le fêter, ok? Mais tu fêtes quoi en fait? Si tu fêtes les années qui passent, au contraire, ce serait une raison de stresser, parce que plus tu avances, moins tu as d'années à vivre. C'est un compte à rebours en fait qui s'enclenche. On a un compte à rebours qui s'enclenche dès la naissance. Dès la naissance, on a un compte à rebours qui s'enclenche. On a un temps limité sur cette terre-là, et en fait, il s'enclenche. Donc en fait, tu fêtes quoi? Ton père, il a fait 60 ans, ta mère, elle a fait 65 ans. Tu fêtes quoi? Qu'elle est plus proche d'une partie que de l'autre de sa vie? Ah, justement, tu fêtes quoi? C'est quoi l'idée de l'anniversaire? Pourquoi est-ce que tu fêtes un anniversaire? Alors si on peut pousser un peu le raisonnement un peu plus et se dire que en fait, le fait qu'on a de la chance de côtoyer cette personne, qu'on est content qu'elle soit née ce jour-là et qu'on ait pu la connaître et qu'on ait pu vivre avec elle et qu'elle fasse partie de notre entourage, qu'elle fasse partie de notre vie et que ça nous rend heureux. On peut aborder les choses de cette manière-là. Mais si on aborde les choses de cette manière-là, ça nous amène à poser une question. C'est-à-dire qu'en fait, on fête, dans l'absolu, le fait qu'une personne existe dans notre vie. Donc on est content. Donc c'est une personne qui est, pour nous en tout cas, pour ceux qui fêtent son anniversaire, une bonne personne. Mais une personne qui aurait rien réussi dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a fêté en fait? En d'autres termes, les années qui passent, je fête 60 ans, je fête 70 ans. Ce n'est pas juste l'anniversaire pour l'anniversaire. Je fête non seulement ce que je suis, mais ce que j'ai accompli dans ma vie. Ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé. Parce qu'au final, c'est les réalisations d'une personne qui comptent. J'ai beau avoir 70 ans, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, il y a des gens, vous savez, souvent les personnes âgées, et vous le verrez avec le temps, mais comprenez bien que ce n'est pas un joker. Il y a beaucoup de personnes, quand je dis âgées, en tout cas qui sont plus âgées que nous, qui vont sortir au cours d'une discussion, quand elles ne sont pas d'accord avec nous, de toute façon, moi j'ai l'expérience, toi tu es encore un petit jeune, tu es encore un petit jeune, qu'est-ce que tu connais à la vie? Des fois c'est vrai, mais des fois c'est faux. Ce n'est pas un joker que tu peux utiliser à tout va. Parce qu'en fait, l'âge ne veut strictement rien dire. Il y a des gens, en 30 ans, ils ont fait plus de choses que des gens qui ont déjà 70 ou 80 piges. Il y a des gens qui n'ont rien fait de leur vie, qui ont dépassé 50 ans, qui n'ont encore rien accompli. Est-ce que l'âge, pour ces gens-là, a une valeur? La valeur de ton anniversaire, donc la valeur de ton âge, n'existe que parce que tu fais de ta vie. Si tu es un bon à rien, tu es un bon à rien, à 30 ans, ça sert à quoi de fêter ton anniversaire? Le gars, à 30 ans, il n'a encore rien fait, et pas marié, pas d'études, pas de travail, pas de trucs, insociable. Tu vas fêter quoi en fait? Tu vas fêter le fait de pourrir la vie de tout le monde, de parasiter ton entourage. De quoi? Tu sers à quoi? Tu sers à rien. Je grossis un peu le truc. Parce que bon, je ne pense pas qu'on soit au Hachem à ce stade-là, mais dans l'idée, on va aux extrêmes. Qu'est-ce que tu fêtes? Tu as des gens, ils n'ont fait que détruire dans leur vie. Tu fêtes quoi? Tu n'as pas d'anniversaire à fêter, en fait, on s'en fiche de ton âge. L'essentiel, pour venir à l'idée de base, c'est qu'est-ce que tu as fait de ton temps. Et donc, en fait, un anniversaire n'a de valeur que si moi-même, j'utilise le temps que j'ai, c'est-à-dire ma vie, en fait. Le temps, c'est ma vie. En fait, le temps, c'est ma vie. Pour faire des bonnes choses, pour faire des bonnes actions, que ce soit vis-à-vis des autres et même vis-à-vis de moi. Bien entendu, c'est important de penser à soi. Mais même penser à soi, il y a des gens qui pensent à eux de la mauvaise manière, des gens qui pensent à eux de la bonne manière. Si chaque jour de ma vie, je construis, je fais des choses, je fais mes études, je passe mon diplôme, je commence à à construire ma relation de couple, alors oui, ça s'appelle que j'utilise mon temps, ma vie, pour des bonnes choses. Même si ce n'est pas forcément pour les autres. Quand j'ai utilisé pour de bonnes choses, ce n'est pas forcément pour les autres, c'est même pour soi-même. Il y a des gens que pour eux-mêmes, ils l'utilisent mal. Quand tu passes ta journée sur ton téléphone, quand tu passes ta journée à jouer à t'enfermer dans ta chambre et à jouer à des jeux vidéo, à devenir un gamer, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Au final, qu'est-ce qui te reste? T'es bon, t'es super fort, t'as décapité 100 têtes à Call of Duty. Waouh, génial. Je sais pas, t'as marqué, t'as gagné 8 matchs à FIFA sur... Ok, bon, au final, il va te rester quoi? Alors, il faut s'amuser. Mais pareil, tout est une question de proportion. Combien de temps je donne à ce qui est important et à combien de temps je donne à ce qui est futile? On a tous besoin de se détendre, on a tous besoin de vacances, on a tous besoin de kiffer, on a tous besoin de décompresser quand on travaille vraiment, etc. Mais il ne faut pas que ce qui est secondaire devienne principal. Il faut savoir garder la proportion dans ce qui est important et ce qui est moins important. Encore une fois, comment est-ce que j'utilise mon temps? Et c'est ça la notion la plus importante en fait au final de notre vie. Parce que vous savez, dans la vie, on peut tout conserver. Vous pouvez tout mettre de côté. De la nourriture, de l'air, de l'oxygène, dans des bonbonnes, on peut tout mettre de côté. Mais il y a une chose que vous ne pourrez jamais mettre de côté, c'est le temps.
Le temps, lui, il passera quoi qu'il arrive. Le temps, il avance. Que vous dormiez 18 heures par jour ou que vous dormiez 6 heures par jour, le temps, il est le même pour tout le monde. Comme j'ai dit en disant de boutade tout à l'heure dans le texto, tu peux arrêter ta montre, mais le temps, il continuera à avancer. Ça ne change rien. L'âge, tu prendras l'âge que tu prendras, quoi qu'il arrive. Tu peux rester, si tu veux, dans ta tête un gosse, mais ton corps, il continuera à vieillir et les autres, ils avanceront dans leur vie. Donc, encore une fois, tout ça pour dire une chose. Le temps, c'est qu'un outil. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Et le temps, moi, j'aime pas dire qu'est-ce que tu fais de ton temps, qu'est-ce que tu fais de ta vie, parce que le temps égale la vie. La vie, c'est le temps. Les deux sont intimement liés. L'un n'existe pas sans l'autre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu l'utilises? Pour revenir à notre sujet principal, on t'a demandé de compter 7 semaines. Qu'est-ce que tu comptes? C'est un temps, 7 semaines. Mais 7 semaines de quoi? 7 semaines d'ennui, 7 semaines de complications? Comme il a dit notre ami qui s'est déjà barré, j'ai oublié son prénom. Il a dit tout à l'heure, ouais, moi j'attends juste pour pouvoir me raser. Donc en fait, toi tu comptes des jours de contraintes, des jours qui te saoulent. Mais est-ce que c'est véritablement ça ce que la Torah nous demande? De compter des jours qui te saoulent? Non. C'est évident que ça ne peut pas être ça, sinon ça ne peut pas être une mitzvah. Une mitzvah ne peut pas être saoulante. Donc qu'est-ce qu'on recherche dans ce décompte-là? Alors déjà, on va citer le Sefer Achinour. Sefer Achinour, c'est un Sefer qui est composé autour de toutes les mitzvot de la Torah dans l'ordre, les 613 mitzvot, et lui, il dénombre les 613 mitzvot en leur ramenant leur explication. Alors regardez ce que dit le Sefer Achinour pour déjà nous donner un indice. Mishorshei ha-mitzvah al-tzad ha-pshat. On va aborder la mitzvah du point de vue du pshat. Le pshat, c'est-à-dire, c'est l'explication la plus simple, la plus primaire, celle qui est à notre portée. Lefi shekol ha'ikaran shel Israël eno elah ha-Torah. Quel est l'objectif, quel est le but de la création du peuple juif? Quel est le but de la création du peuple juif? Pourquoi est-ce qu'on a été créé pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a créés? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a choisis? Quelle est notre mission sur cette terre? Le seul but du Ham Israël est no elah Torah. Nous n'avons de raison d'exister qu'au travers de la Torah. La Torah, Nivriu Shamayim va'aretz ve'Israël, c'est pour la Torah qu'ont été créés le ciel, la terre et le Ham Israël. C'est pour cette raison qu'on a été sauvés d'Égypte, de l'exil de l'Égypte, afin de pouvoir arriver au pied du mont Sinaï et de recevoir la Torah des mains de Moshe, qui a été l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but du Ham Israël, ni plus ni moins. Cherchez pas ailleurs. Le but de la création du Ham Israël, c'est la Torah elle-même. Le but de la délivrance, c'est l'application de la Torah, et ça doit être notre objectif suprême, cette application de la Torah. Et c'est plus important, le don de la Torah, le don de Matan Torah, le moment de Matan Torah est beaucoup plus important que cette sortie d'Égypte, que sortir de l'esclavage à la liberté, à la libération. Parce que de prime abord, si je vous avais demandé en commençant le cours, avant de vous lire cela, quel est le moment le plus important, la fête, on va dire, la plus importante pour le peuple juif, historiquement, qu'est-ce que vous auriez dit? Alors moi, la plupart auraient dit Pessah. Parce que Pessah, c'est là que l'histoire a commencé. Ah oui, c'est là que tout a commencé. Mais en fait, tout a commencé sans que c'est vraiment commencé. Parce qu'en fait, le but de la sortie d'Égypte, c'est pas juste de sortir pour sortir. Sortir pour aller où? Pour aller en vacances? Pour faire quoi de notre vie? Si derrière, tu n'as pas un objectif, ok, tu es libéré. Vous savez, c'est comme ces gosses qui restent gosses dans leur tête et qui n'ont qu'une envie, c'est de terminer l'école. Vous savez, on a tous été à l'école et à un moment donné, on a toujours eu cette phase où on était pressé de terminer l'école, de ne plus être écolier. Mais si tu termines l'école, et pour faire quoi derrière? Pour rien faire. Quel est l'intérêt d'avoir fini l'école? Tu as gagné quoi en finissant l'école? Une liberté. Une liberté, tu vas faire quoi de cette liberté? Pareil, la liberté de quoi? De choisir ce que tu fais de ton temps. Mais si tu fais rien de ton temps, ta liberté ne te sert à rien. Donc tu fais quoi? J'ai été libéré, oui. Mais pour faire quoi derrière? Pour faire quoi? Pour construire quoi? Ça, c'est la question qui est posée. Et l'intérêt de la sortie d'Égypte, c'est juste d'arriver à ce moment, le moment le plus exceptionnel du Ham Israël, d'être au pied du mont Sinaï. Et après, toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah, elles vont nous permettre à nous d'atteindre et d'accomplir cet objectif-là qu'Akadosh Baruch Hu, cette ambition-là en fait qu'Akadosh Baruch Hu a eu pour nous.
Par exemple, la terre d'Israël. L'objectif, ce n'est pas la terre d'Israël, par exemple. La terre d'Israël, c'est quoi? On abordera ça bien prochainement dans un autre thème. Mais la terre d'Israël, surtout aujourd'hui, on se sent c'est toujours dans les difficultés, mais on se sent très patriote. On se sent très concerné par ce qui se passe en Eretz Israël. Mais le but de la terre d'Israël, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a la terre d'Israël? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Israël? Pour une seule raison. Afin d'avoir le cadre idéal pour accomplir la Torah. Mais si je n'utilise pas la terre d'Israël pour accomplir la Torah, je trahis d'une certaine manière la confiance qu'Akadosh Baruch Hu a placée en nous, de nous donner cette terre-là. Parce qu'encore une fois, au final, le but reste le même, celui d'accomplir la Torah. En conséquence, il y a une question phénoménale. Si on résume ce qu'on vient de dire, le compte du Homer, il s'effectue de quand à quand? Il s'effectue depuis le deuxième soir de Pessah, c'est-à-dire depuis le lendemain de la libération d'Égypte. Il va nous amener, au bout de 49 jours, à quoi? À quel moment? Au moment de Matan Torah. Kadosh Baruch Hu nous demande de compter les jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot. De Pessah à Shavuot. 49 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que tu comprennes bien, que le moment principal, ce n'est pas ta libération. Le moment principal, c'est ce que tu vas atteindre grâce à cette libération-là. Ce que tu vas devenir grâce à cette libération-là. Le fait de pouvoir être l'élu d'Akadosh Baruch Hu, le fait de pouvoir sceller cette alliance avec Hachem qui va faire de nous le peuple que l'on est aujourd'hui. Tant qu'on n'était pas allé à Matan Torah, tant qu'on n'a pas reçu la Torah, on ne vaut rien. Akadosh Baruch Hu nous a fait même une faveur. La libération, la sortie d'Égypte, c'était juste parce qu'il a fait une promesse à Abraham Avinu. C'est tout. Il avait promis à Abraham qu'il allait sortir sa descendance d'Égypte. Ça y est, la case est cochée. C'est effectué. Mais derrière, ça ne suffit pas. Vous avez mérité quoi pour que vous soyez mes favoris, pour que je sois votre protecteur, votre libérateur? Il faut que vous-même, vous prouviez que vous avez un lien avec moi. Et ce lien, il va passer par la Torah. Donc je compte le moment, qui me sépare de ce moment suprême. Vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît. C'est une fille, vous rencontrez un garçon, vous êtes un garçon, vous rencontrez une fille. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et ok, c'est super, on fait connaissance, c'est sympathique, machin, etc. Toi, tu as l'impression de vivre les plus beaux moments de ta vie. Voilà, tu t'es jamais senti dans un état aussi euphorique. Tu découvres en toi quelque chose que tu n'aurais jamais pu découvrir, des sentiments que tu n'aurais jamais soupçonné d'exister, etc. C'est magnifique. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais si derrière, tu construis rien, si c'est juste une amourette qu'on se voit, voilà, on sort, on fait des restos, on kiffe, on rigole. Si derrière, tu ne construis pas, quel intérêt? Quel intérêt si tu ne construis pas derrière? Tu as beau avoir eu les plus beaux sentiments qui existent, ça s'écroule, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui va rester? Si derrière, ça ne t'amène pas à quelque chose de concret. Si tu ne te réalises pas, si tu ne te fixes pas des objectifs. Ok, j'ai rencontré une belle personne, une personne à laquelle je m'attache, une personne qui a de véritables valeurs, qui me pousse à donner le meilleur de moi-même, à me corriger, à m'améliorer, à évoluer, à grandir. Ok. Maintenant que c'est fait, maintenant que c'est le cas, tu as cette chance-là, parce que vous savez, cette chance n'est pas donnée à tout le monde de rencontrer la bonne personne. Vous avez rencontré cette bonne personne. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Foncer où? Dans le mur? Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. Certains, c'est droit dans le mur. Pourquoi? Parce que je ne me fixe pas un objectif précis de construction. Je veux construire. Tu veux construire quoi? Tu veux construire quoi? Quelle sorte de vie? Tu réfléchis à ça. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Pour ça, il faut s'en donner le temps. Donc au final, déjà, première étape, ça passe par un mariage. C'est-à-dire un mariage, quand on dit mariage, ce n'est pas juste le mariage sous la choupa, c'est l'idée du mariage, c'est de commencer à bâtir ensemble. Le mariage, c'est la première pierre de l'édifice. On commence par le début, on commence à bâtir la maison. Et après, toute notre vie, c'est une construction permanente pour atteindre une certaine forme d'excellence, de développement et de grandeur. Mais tu es obligé d'avancer. Tu ne peux pas rester à l'étape initiale de la rencontre qui te donne, bien entendu, beaucoup d'aide, qui te donne des ailes, qui te donne beaucoup de force, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira jamais. Il faut que tu construises. Donc ça, c'est l'idée. L'idée de la sortie d'Égypte, c'est de nous amener à Matan Torah. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une question qui est très connue. Si au final,
ce compte-là, il nous amène au moment le plus important. Quand tu as quelque chose d'important que tu attends, avec impatience, comment est-ce que tu comptes les jours? Question qui est connue. C'est quoi la question qui est connue? Comment tu comptes normalement? Si tu sais que, voilà, ma fille dit, mes filles elles sont déjà en train de compter combien de semaines il leur reste avant la fin de l'école. Ils sont contents, ils sont impatients des vacances. C'est bien. Pourquoi pas, c'est enfant, on a tous été comme ça, d'accord? On comptait les jours, les machins qui nous restent. Quand tu comptes combien de temps il te reste? Tu comptes comment? Hein? Non, oui, mais c'est quoi le compte que tu fais? C'est à l'envers, c'est un compte à rebours. Parce qu'en fait, tu veux garder le compte combien de temps il te reste jusqu'au moment exceptionnel que tu veux vivre, qui est exceptionnel pour toi parce que c'est un moment important pour toi. Tu es pressé d'être à ce moment-là. Tu te maries, ça va être ton mariage, ça va être le mariage de ta soeur, de ton frère, peu importe, tu es hyper impatient. Tu comptes combien de jours c'est avant le mariage? Parce que tu es impatient ou impatiente de vivre ce moment-là. Donc tu fais quoi? Normalement, tu fais un compte à rebours. Tu fais un compte à rebours. Un prisonnier ici qui va sortir de prison. Alors, il peut compter ça fait combien de jours qu'il est en prison. Et pour se remonter le moral, il ne compte pas ça fait combien de jours qu'il est en prison, il compte surtout combien de jours il lui reste avant de sortir de prison. Il dit, voilà, il lui reste 60 jours, il lui reste 54 jours, il compte un compte à rebours. Parce qu'il est impatient d'arriver à ce moment-là. Donc la question est, si mon but, le moment le plus important, le moment qui doit engendrer le plus de joie en moi, c'est le moment de Matan Torah, pourquoi est-ce que je compte dans ce sens-là? Pourquoi je compte de 1 à 49? Je devrais compter de 49 à 1. Je devrais compter de 49 à 1. Khazak, très, très fort. Pour répondre à cette question, comme tout juif, pour répondre à une question, qu'est-ce qu'on fait? On pose une autre question. Vous savez que lorsque Yaakov Avinu a fui son pays pour fuir Esav qui voulait le tuer, il s'est rendu chez Lavan, son oncle. Et il a voulu se marier avec qui? Avec Rachel. Qui est devenue Rachel Emenu, Chazak. Il voulait se marier avec Rachel. Lavan, lui, il est malin, il voit que Yaakov veut vraiment se marier avec Rachel. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Baba, c'est pas gratis. Ma fille, faut payer, Baba. Ça coûte cher. Jolie fille, bonne famille. Faut payer. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je te propose, je travaille 7 ans pour toi. Imaginez. Imaginez l'histoire. Vous travaillez 7 ans pour pouvoir vous marier. Vous déjeunez, messieurs? Demain, vous voulez demander la main de votre fiancé de paix, vous dit, viens travailler dans ma boîte pendant 7 ans, après on verra. 7 ans. Hein? Là, le gars il se barre. C'est pas possible. Hein? Ah, tu vis avec un bon salaire. Bon, pourquoi pas? Mais le salaire, c'est la fille, justement. Ah, bah oui. Dis-moi, tu veux quoi? Tu veux manger sur les 2 tableaux? Yaakov accepte. Yaakov accepte de travailler pendant 7 ans pour obtenir la main de Rachel. Le verset a une formule assez surprenante. Vayu be'enav keyamim achadim be'avato ota. Ces 7 années sont passées pour lui comme quelques jours, tellement il aimait Rachel. Tellement il aimait Rachel, ces 7 années sont passées comme quelques jours. Je vous repose la question. Demain, vous êtes fiancés. Ouais, ça se trouve, vous êtes déjà fiancés, mais voulez-vous marier? Vous êtes pressé de vous marier. Vous avez envie de vous marier en général. Oui, si vous êtes avec quelqu'un et que vous commencez les démarches pour, c'est que vous avez envie. On est d'accord que quand vous avez envie de vous marier, le temps, il passe longuement. Quand j'attends que quelque chose arrive et que je suis pressé d'obtenir, comment il passe le temps? Comment il passe le temps? Il passe très lentement. Rappelez-vous tous ces cours que vous aviez à l'école ou même des fois à la fac qui vous saoulent, mais vous êtes obligé d'être là jusqu'à la fin. Vous comptez les chaque minute, on dirait que c'est 3 heures. Hein? Et vous trouvez les moyens que ça passe plus vite en essayant de faire des dessins, en essayant de faire des comptes sur des feuilles de papier ou autre. D'accord? Vous griffonnez tout ce que vous pouvez griffonner, vous faites du calcul mental dans votre tête. Vous dites 60, il reste 1 heure, 60 minutes fois 60 secondes, ça fait combien si je compte comme ça, machin, etc. Bref, vous faites des trucs pour que ça passe, mais ça passe, c'est une éternité. On est d'accord? Quelqu'un qui se presse de se marier, déjà 2 mois avant son mariage, ça lui paraît une éternité. Imaginez 7 ans. La Torah nous dit
Pour Yaakov Avinu, ces 7 années sont passées comme une lettre à la poste. Comment comprendre cela? Si tu es pressé d'avoir quelque chose, c'est une torture. C'est une torture. Tu comptes. Tu comptes impatiemment et tu as l'impression que ça dure une éternité. Comment c'est possible pour Yaakov Avinu que ces 7 années-là soient passées aussi rapidement? Ça, c'est la question. La réponse est simple, en fait. Pour que du temps passe rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le temps passe vite? Plus que s'occuper. Bien entendu, il faut s'occuper, mais plus que s'occuper. Il faut s'occuper dans quoi? Dans des choses qu'on aime, dans des choses qu'on apprécie. Des choses essentielles, mais qu'on apprécie. Tu sais, quand on est à l'école, c'est essentiel, mais on ne le ressent pas, ça nous saoule. Pourtant, c'est essentiel d'aller à l'école. Donc l'essentialité de la chose n'est pas suffisante. Il faut que la chose soit importante pour nous. Il faut que la chose soit ressentie par nous-mêmes comme quelque chose de vital. Comme quand tu es en train de jouer, on a parlé de l'exemple tout à l'heure de jeu, il y a quelqu'un qui est devant son téléphone, ou quelqu'un qui joue sur son téléphone, il ne voit pas le temps passer parce qu'il apprécie ce qu'il fait. Donc il faut transformer le temps en quelque chose d'intéressant. Quand je dis d'intéressant, qui nous intéresse à minima à nous. Pas forcément intéressant pour les autres, mais qui nous intéresse à nous. Et si le temps t'intéresse, prenez l'exemple des vacances. Quand vous allez en vacances, les 3 semaines de vacances, le mois de vacances, peu importe combien de temps vous allez prendre de vacances, quoi qu'il arrive, il passera vite. Parce que tes vacances, en général, tu les kiffes. Et donc, comme tu les kiffes, ils passent super vite. Tu ne vois pas le temps passer. Tu kiffes une soirée, ça passe comme 2 secondes. Pourquoi? Parce que tu kiffes ce que tu fais. Donc, en d'autres termes, ça rejoint l'idée qu'on a eue tout à l'heure, ça dépend ce que tu fais de ton temps. Je vous donne un exemple, pour bien comprendre. Imaginez demain, il y a une personne, elle a besoin d'$1 million. 1 million d'euros. Allez, on va rester en France. Personne, elle a besoin d'1 million d'euros. OK? Urgemment. Pour un investissement, sa vie en dépend, parce que voilà, il a besoin de faire cet investissement, ça peut changer sa vie, etc. Il a absolument besoin de trouver 1 million d'euros. Il va de banque en banque, on lui refuse le crédit, il galère, machin, mais il a besoin de ce million d'euros. Il a besoin, 1 million d'euros. Il veut lancer une marque. Tu vois, genre, je sais pas, une marque de lunettes de soleil, un truc, je sais pas, n'importe quoi. Tu vois, il a besoin de fric, il a besoin de pépettes, il a besoin d'oseille. 1 million d'euros. Personne ne lui prête, personne ne lui prête. Et il trouve un mec hyper sympa. Il lui dit, OK, pas de problème. Moi, je crois en ton projet. Non seulement tu les auras, mais je te les donne. C'est-à-dire, dans le sens, après, voilà, on fait contrat, je prends une partie des bénéfices, etc. Je départ dans la société, ce que tu veux. Mais tu les as. Les 1 million d'euros, je te les donne. Je te les donne. OK. Imaginez, il y a 2 possibilités. Il lui dit, voilà, dans 100 jours, tu reçois $1 million. Alors, bien entendu, il est content. Tu les reçois, mais dans 100 jours. Je ne peux pas t'aider tout de suite. Mais dans 100 jours, tu les as. Parce que tu comprends, il faut que je les sorte, les machins, il faut trouver les autorisations. Dans 100 jours, tu les as. Les 100 jours qui le séparent de ce moment où il va obtenir les 100 millions. Comment est-ce qu'ils vont lui paraître les 100 jours? Super long. Parce que, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? La seule chose qui le sépare d'atteindre son objectif, c'est quoi? C'est le temps. En fait, le temps devient un obstacle à ce que je veux obtenir. Je suis là, les 100 millions d'euros, ils sont là. C'est juste que je ne peux pas les récupérer. Mais ils sont là, il me les donne, il a dit, il a promis, on a signé ce que vous voulez. Mais dans 100 jours. Concrètement, ça peut arriver. Une personne, elle touche un héritage. Elle touche un héritage, vous savez comment c'est? La paperasse, les machins, les droits de succession, etc. L'argent, il est là, il est sur un compte, il n'y a personne qui y touche. Mais malheureusement, il faut attendre un certain délai. La seule chose qui me sépare d'obtenir de ces pépettes-là et d'être un multimillionnaire, c'est le temps. Donc là, le temps est un obstacle où forcément le temps est une contrainte. Prenons le même cas, mais avec quelque chose de légèrement différent. Imaginez, cette même personne-là, au lieu de lui dire « je te donne $1 million », le philanthrope, le gars sympa qu'on a vu tout à l'heure qui était prêt à croire en lui, à investir en lui, il dit « je te donne pas le million. Mais par contre, qu'est-ce que je vais faire? Je te propose un job chez moi, dans ma boîte. Moi, j'ai une belle boîte, ça tourne bien. Tu sais, la PAC, c'est comme ça. Moi, je crois en toi. Maintenant, comme tu as des compétences, etc., et encore une fois, je crois en toi, je te propose un truc de fou. Chaque jour,
où tu travailles, je t'engage pour 100 jours. Je t'engage pour 100 jours. Comme ça, tu mets tes compétences au service de ma boîte. Chaque jour, je te paye 10 000 $. Chaque jour, je te paye 10 000 $. Et donc, au bout de 100 jours, il a combien? Il a 1 million. Dans les deux cas, il a 1 million. Mais imaginez, cette personne-là, un jour, elle ne peut pas aller au travail, elle est malade. Comment cette journée, elle va passer pour elle? Et s'il est malade plusieurs jours? La semaine où il était malade, le temps, il va lui filer entre les doigts, il va être pressé de pouvoir se rétablir. Donc voilà pourquoi. Parce que là, dans ce cas-là, tu vas lui dire, le temps, c'est de l'argent, le temps qui passe, c'est de l'argent qu'il a perdu. Pourquoi? Parce que ce qu'il a besoin pour obtenir son million, c'est du temps. Il a besoin du temps pour obtenir l'argent qu'il a besoin. Sans le temps, il n'a pas l'argent. Parce que le bonhomme qui lui a proposé le deal, il lui a dit, c'est un jour, 10 000 $. Tu rates un jour, tu as perdu 10 000 $. Donc là, le temps, tu n'es pas pressé qu'il part, qu'il file. Le temps, tu en as besoin. Et là, le temps, du coup, il passe très rapidement. Vous avez compris la différence entre les deux? Qu'est-ce qui va faire que du temps passe vite ou qu'il passe lentement? C'est à quel point j'ai besoin de ce temps-là. Si j'ai besoin de ce temps-là, le temps, il passe en 2 minutes. Si le temps n'est qu'un obstacle pour ma liberté ou pour obtenir ce que j'ai envie d'obtenir, le temps, il est interminable. D'ailleurs, prenez le cas entre deux étudiants. Un qui, en fait, s'en fiche de l'examen qu'il est en train de passer. Et un autre qui a bossé à fond, qui a besoin de cet examen-là. Quand tu as appris comme un dingue, tu as révisé comme un chien pendant des mois, vous avez déjà eu cette sensation que tu te dis, quoi, il me reste que 1 heure, il me reste que 20 minutes, il me reste que 10 minutes pour terminer, il me reste encore 2 questions. Alors, le temps, vous avez l'impression que vous n'aviez pas eu assez de temps. Car 4 heures l'examen, 3 heures l'examen, tu n'as pas eu de temps? Mais non, parce qu'en fait, j'ai besoin de ce temps-là pour mettre sur papier tout ce que j'ai appris. Mais non, celui qui n'a rien fichu. Mais il doit juste attendre la sonnerie. Parce qu'il ne peut pas rendre sa copie avant une certaine heure. Ça le saoule, il regarde ça monter les 2 minutes, ça lui paraît interminable. Vous êtes 2 personnes côte à côte dans la même salle d'examen. Pour une, ces 3 heures-là d'examen, elles vont passer en 2 minutes. Et pour l'autre, elles vont être interminables. Parce qu'une, elle a besoin du temps pour montrer, pour mettre sur le papier ce qu'elle avait besoin, ce qu'elle avait appris. L'autre, ça le saoule, il veut juste terminer, parce qu'il a des points ailleurs, ou parce que cette matière n'intéresse pas. Il veut juste arriver à la fin de l'heure, signer qu'il était présent et se barrer. C'est tout ce qu'il a envie. Donc là, le temps, en fait, ça l'empêche d'arriver à la finalité de ce qu'il a besoin. Quel rapport avec ce qu'on vient de dire? On revient à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand Lavan lui propose 7 années de travail, il ne se dit pas dans quelle mince je suis. J'ai qu'une envie, moi, c'est de me marier. J'ai envie d'épouser la femme que j'aime, la femme avec qui je vais construire ma vie. Je ne réfléchis pas comme ça. Si Akadosh Baruch Hu m'a mis cet obstacle dans ma vie, c'est parce que j'ai besoin de ces 7 années-là pour grandir, pour me construire. J'ai besoin de ces 7 années-là pour devenir un homme meilleur. Moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux, au final? Vous savez ce qu'un homme est censé déjà vouloir dans son couple? Priorité d'un homme, c'est quoi, messieurs? Est-ce que vous savez? La priorité quand tu te maries, ça doit être quoi? La priorité d'un homme, ça doit être de vouloir rendre sa femme heureuse. Ça, c'est la priorité pour un homme. Ça doit être la priorité pour un homme. S'il n'a pas cette priorité-là, son couple est déjà bancal. Les gosses, ça vient en second temps. Tout le reste, ça vient en second temps. Mais je dois être là pour rendre heureux l'autre. Ok? Mais pour rendre heureux l'autre, il faut quand même être un gars bien, un gars propre, un gars sympathique, un gars avec des bonnes qualités. Il y a des tonnes de choses à travailler. Si tu n'es pas capable de travailler ta patience, si tu n'es pas capable de travailler ta jalousie, si tu n'es pas capable de travailler ta fainéantise, il y aura des raisons de se disputer dans la maison, mais tous les 2 heures. Parce qu'il y aura forcément quelque chose qui ne te conviendra pas, que tu ne voudras pas, que tu n'aimeras pas, que tu ne supporteras pas, que tu ne comprendras pas. Donc il faut se travailler. Alors bien entendu que le travail, tu peux le faire déjà une fois que tu es marié. Mais il vaut mieux avoir commencé le chantier avant. Parce qu'on est tous un chantier en soi. On reste un chantier. En tant que personne, on est tout le temps en chantier. C'est jamais terminé. Vous savez, l'être humain, c'est comme les travaux d'Hidalgo à Paris. D'accord? C'est jamais terminé. Il y a toujours quelque chose à faire.
Toujours. Il y a toujours quelque chose à corriger, il y a toujours quelque chose à améliorer. Il faut comprendre cela. Plus j'ai anticipé les travaux, plus je serai prêt à temps. L'être humain, il doit chercher cette perfection-là. Mais si je n'ai pas commencé à la travailler, eh bien, il y aura en face de l'autre une personne imparfaite, une personne avec des défauts, une personne qui ne sera pas capable de comprendre l'autre. Jacob Avinu, il a compris que ces 7 années-là, elles étaient nécessaires pour lui, pour devenir un meilleur homme. Pourquoi ? Pour rendre heureux sa femme. Pour donner à Rachel ce qu'elle a besoin pour être épanouie. Et donc, il ne s'est pas dit, ça me saoule. Pourquoi j'ai besoin d'attendre autant de temps avant de me marier ? Je sais qui je vais épouser, je sais ce que je vais faire de ma vie. Il n'y a pas plus bâti dans sa tête que Yaakov. Il ne peut pas y avoir meilleur que Yaakov en termes de conviction, en termes de valeur. Yaakov, il a dit, attends, j'ai 7 années devant moi, qu'est-ce que je fais ? Il y a 2 possibilités. Soit je me morfonds, soit je déprime, soit je me flingue. Et ce que certains font. Des fois c'est les beaux-parents qui empêchent, parce qu'ils disent, non, il faut que vous ayez une situation, machin, etc. Donc, c'est pas avant 3 ans, c'est pas avant 4 ans de mariage. T'en as qui craquent, t'en as qui se barrent, t'en as qui dépriment, t'en as qui… Mais quand la situation elle est figée, de toute façon, tu ne peux rien faire. Prends ce temps qui se présente à toi comme une opportunité de grandir, comme une opportunité d'être meilleur. Ne dis pas, il faut que je tue le temps. Vous savez, c'est une des pires expressions qui existent. Tuer le temps, c'est horrible. C'est anti-humain et c'est encore plus que ça, c'est anti-juif. Tuer le temps, c'est se tuer en fait, c'est du suicide. Tu n'as pas le droit de te suicider dans la Torah. Chaque minute de ta vie, c'est un trésor. Et toi, tu dois l'utiliser. Tu dois l'utiliser de la meilleure manière. Toutes les minutes qui passent dans votre vie, elles sont irrécupérables. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Akiva ou pas ? L'histoire de Rabbi Akiva, elle est extraordinaire et elle fait beaucoup de peine en même temps. Mais parmi les moments les plus importants de sa vie, il y a ce choix-là qu'il fait, à un moment que tout être humain aurait fait l'inverse. Tout autre être humain aurait fait l'inverse. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva ? Rabbi Akiva, déjà il a commencé à étudier à 40 ans. Il ne connaissait pas l'alphabet avant 40 ans. Il ne savait pas lire ni écrire en walou, rien du tout. Mais sa femme est jumelle avec toi à condition que tu promettes que tu deviendras un géant en Torah, que tu apprendras la Torah. Il dit pas de problème, je promets. Ils ont commencé à construire leur couple, ils ont eu des enfants. À un moment, il a dit ça y est, il faut que j'accomplisse ma promesse. Il faut que j'aille à l'Yeshiva. Il a fait un contrat avec sa femme. Combien de temps il est parti à l'Yeshiva ? 12 ans. C'est pas comme aujourd'hui où tu as EasyJet, Transavia et là ce que tu veux, tu fais l'aller-retour, tu reviens 3 fois par an voir tes parents, 3 fois par an voir tes parents, d'accord, où tu peux voir l'autre. Et les parents ils vont aussi 3-4 fois en Israël pour voir leurs enfants qui sont partis, machin, à l'Yeshiva ou à l'armée, peu importe. À l'époque tu partais. Et c'était même sans nouvelles. Quand les routes elles étaient très longues. Avec là il part pendant 12 ans. Il laisse sa femme, ses enfants derrière lui. Il vient 12 ans plus tard. D'accord, il vient 12 ans plus tard. Vous, votre neveu, vous l'avez vu 2 semaines, oh il a changé. Imaginez ce que c'est. Il passe 12 ans, il ne l'a pas vu pendant 12 ans, pas une photo. Ah, vous avez changé, mais il était comme ça et comme ça maintenant. 12 ans. Il est assez comme ça, c'est grâce. 12 ans. Ok, elle n'a pas fini l'histoire. Il part 12 ans. Il revient. Il a étudié pendant 12 ans. Il s'est coupé du monde. Il a grandi. C'est un géant déjà. Il arrive chez lui, à l'entrée. Il entend du bruit à la maison. Qu'est-ce qu'il entend ? Il entend que sa femme est en train de parler avec une copine. Donc, Mishum Tsiout, il ne veut pas la surprendre. Il attend que la conversation se termine. Il reste à la porte, pas pour écouter, juste par politesse. Et qu'est-ce qu'il entend comme par hasard à ce moment-là ? Pile à ce moment-là, la voisine dira à sa femme « Mais je ne sais pas comment tu as fait de laisser partir ton mari pendant 12 ans comme ça. Moi, même 1 heure, je ne le laisse pas sortir de la maison. 12 ans ? Mais t'es folle. Tes enfants, ils ont grandi sans leur père. » Elle lui répond quoi, la femme de Rabbi Akiva ? Il dit, si ça ne tenait qu'à moi, je lui dirais de repartir pour 12 ans. Rabbi Akiva, il entend ça, il repart directement, il revient 12 ans plus tard, 24 ans. La question que tous ses élèves lui ont posée, mais Rabbi, vous auriez pu au moins rentrer, dire bonjour, faire un bisou à vos enfants. 24 ans, c'est-à-dire qu'il est grand-père, tu comprends, ses enfants, il est parti, ils avaient déjà 5, 6, 7 ans. Ils ont 30 ans. Vous ne pouviez pas rentrer. Vous ne pouviez pas rentrer, leur faire un bisou, leur faire un câlin, dire je suis là, machin, etc. Leur amener les cadeaux et repartir derrière. Il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, c'est chaque seconde, elle est précieuse. Si je sais que je dois repartir, ça va changer quoi ? On peut développer nous, parce qu'on connaît les séries, dit oui, mais si je rentre après, je vais être ému et je vais avoir du mal à repartir. Ouais, mes enfants dans les bras, c'est compliqué. Si j'avais fait franchissement, mais
Rabbi Akiva, il n'est pas dedans, mais tout simplement, c'est chaque minute, elle est précieuse. Si de toute façon, je dois repartir, autant repartir tout de suite. Pourquoi prendre 5 minutes? Pourquoi prendre 10 minutes? Pourquoi prendre 1 heure? Ça va me servir à quoi? De toute façon, la finalité, c'est que je vais repartir. Et je vais faire quoi en 1 heure à la maison? Je vais construire quelque chose en 1 heure à la maison? Je vais rien construire de plus. Tandis que le temps de Torah que je perds, il est irréversible. J'aurais beau étudier plus, je ne vais pas pouvoir récupérer ce que j'ai raté. C'est ça qu'il faut que vous compreniez bien. Chaque minute d'un individu, elle est précieuse. Alors là, bien entendu, on parle d'un autre niveau, c'est Rabbi Akiva, c'est pas nous. C'est un autre monde. C'est pas du tout accessible, c'est pas du tout à notre portée. Mais la question, c'est quelle appréciation tu as du temps? Et quand je dis du temps, c'est de la vie que tu as. Qu'est-ce que vaut ta vie? Qu'est-ce que valent tes minutes? Tu comprends, des fois, il y a des gens, ils m'appellent. Ils m'appellent juste pour discuter, pour parler de tout, de rien. Et moi, j'ai beaucoup à faire. J'ai beaucoup à faire. Des fois, ça ne m'intéresse pas. Tu me parlais de politique, de ce qui se passe machin, en Israël, machin, Netanyahou, truc, machin, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que tu penses? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et quoi, tu ne veux pas être sympa, un rabbin sympa, qu'on peut discuter, machin, etc. Écoute, si c'est important, je suis là. Si ce n'est pas important, ma vie, elle est précieuse. Je n'ai pas envie de te donner une partie de ma vie pour des futilités, tout simplement. Tu comprends, si déjà je la donne pour autre chose, soit pour étudier, soit pour mes enfants, soit pour ma famille. Si c'est pour perdre du temps de parler de politique, parler de débattre pour rien du tout, des choses qui ne valent pas la peine, quel est l'intérêt? On ne peut pas être extrémiste dans tous les domaines, mais comprenez bien que ne pas perdre de temps. Si vous êtes avec quelqu'un qui est là pour perdre son temps, pour vous faire traîner en bourrique, qui ne veut pas s'engager, écoute, moi, ma vie, elle est précieuse. Le temps que je passe avec toi, il est précieux. Donc toi, si pour toi, ce n'est pas le cas, si pour toi, c'est juste s'amuser avec les gens, quel intérêt? Je passe à autre chose. Ce n'est pas juste du temps. Ce n'est pas tu me prends de mon temps. Non, tu ne me fais pas perdre mon temps, tu me fais perdre ma vie. Le temps, c'est la vie. Toute la question, c'est comment est-ce que je rentabilise ces minutes de vie que j'ai devant moi? Vous savez, personne ne sait dans ce monde-là, combien de temps il va vivre. Personne. Personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude combien de temps il va vivre. Je vous souhaite tous de vivre jusqu'à 120 ans. Mais malheureusement, on voit, il y a des jeunes, tous ces soldats qui tombent, ils ont 19 ans. Vous comprenez bien? Si on leur avait dit, il y a 1 an, qu'ils seraient morts cette année-là, pensez bien qu'ils auraient fait autre chose de leur vie pendant toutes ces années-là, qu'il y a plein de choses qu'ils auraient fait différemment. Personne n'a la chance de savoir quand est-ce qu'il va partir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il y a un rendez-vous que tout le monde a. C'est ras-ras ce que je vous dis. Mais plus tôt vous en prenez conscience, plus tôt vous comprenez l'importance de chaque seconde et de chaque minute de votre vie. Moi, j'ai eu cette révélation à 25 ans. Depuis que j'ai 25 ans, dans un coin de ma tête, je ne suis pas en Rasra, vous inquiétez pas, je vis bien ma vie, Baruch Hashem, mais depuis que j'ai 25 ans, je vis avec dans un coin de ma tête que les années, elles passent. Elles défilent. J'avais votre âge, c'était hier. Et je me rends compte encore plus quand tu vois ta fille, ma fille, elle est là. Si vous la voyez à côté de moi, elle est dans la rue, c'est comme elle pense chez son grand frère. Ok? Elle est là. C'est un truc de fou. Pour moi, c'était hier qu'elle est née, que je la tenais dans mes bras. Et en fait, c'est justement quand elle est née que j'ai pris conscience. J'ai pris une claque dans la tronche. Il y en a qui, vaut mieux c'était déjà pas mal, 25 ans. Il y en a même à 40 ans, ils ne l'ont pas. Il y en a qu'à 40 ans, à 50 ans, ils pensent qu'ils sont éternels. Et moi, j'ai ce rapport avec mes enfants dans le sens où, même, je vous donne un truc tout bête qui va vous servir en tant que parent. C'est ça que j'avais quand je vous disais que vous pouvez gagner des années de vie. Vous savez, vous allez vous marier, vous allez avoir vos enfants. Ok. Mais à côté de ça, vous allez aussi avoir des contraintes de vie normales, c'est-à-dire de travailler, d'être fatigué, d'être épuisé, des grossesses pour les filles, mais même pour les hommes de travailler durement, etc. Quand vous rentrez chez vous, la plupart du temps, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'on vous laisse tranquille. Pépère. Et des fois, même quand ils ne sont pas encore mariés, ils sont déjà comme ça. Mais sachez que les années que vous allez avoir avec vos enfants, elles passeront très vite. C'est-à-dire que jusqu'à 12-13 ans, les enfants, ils sont autour de vous. Après, déjà, ils ont envie de faire leur vie. Donc si toi, quand ils sont petits, tu ne trouves pas la force nécessaire de t'occuper d'eux, de leurs caprices, de leurs machins, ce que tu veux, ok? À quoi ça sert en fait? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Qu'est-ce que tu fais de ta vie de famille? Pourquoi tu construis tout ça? Il y a des gens, vous savez, j'ai fait ce cours-là à Shabbat à la communauté. Et des gens, je leur ai dit, mais
Concrètement, vous avez construit quoi avec vos enfants? Vous avez construit quoi avec vos enfants? Quelle est la qualité du temps que vous avez passé avec eux? On peut tous attendre les vacances pour passer du temps en famille. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est justement chaque jour de passer du temps avec ses enfants. Il vaut mieux d'ailleurs mettre la qualité plutôt que de la quantité dans le temps. Même 20 minutes. Par exemple, il vaut mieux passer 15 minutes avec chaque enfant sans téléphone que de passer 2 heures en ayant les 3 quarts de son esprit dans le téléphone. Parce que l'enfant, il ressent qu'il n'est pas important. Mais ça nous saoule. Moi, quand je rentre le soir, je suis crevé. Moi, je me lève à 6h30 du matin. D'accord? Je me lève à 6h30. J'ai des journées très chargées. Après, c'est moi qui les récupère. Mais après ma journée de travail, je n'ai pas eu de pause. Des fois, je m'octroie des pauses. Mais bon, ça sert à mettre. Principalement, je suis épuisé. Je rentre à la maison. J'ai qu'une envie, c'est m'allonger un petit peu, me détendre. Surtout que vous voyez bien que j'ai un emploi du temps bizarre parce que je ressors le soir pour donner les cours. Donc, j'ai très peu de temps. J'ai deux possibilités. Soit je m'allonge sur le canapé, je me dis, attends, j'ai que 2 heures, il faut que je me détende. Ou bien, je me force. À quoi? Ben, je sais pas moi, jouer au Playmobil, à jouer à, je sais pas, des jeux de construction que les enfants ils ont vu, à jouer à la bagarre. Alors mon fils il vient, on joue à la bagarre. Ah, vas-y, viens, on joue à la bagarre. Vous savez, en fait, est-ce que c'est kiffant pour un adulte de jouer à la bagarre avec un gosse de 3 ans? Dans l'absolu, non. Mais qu'est-ce qui va rendre la chose un kiff? C'est tout simplement de comprendre que ce que je vais faire, ça va le rendre heureux lui. Parce que là, il a 7 ans, il a envie. Vous croyez qu'à 14 ans, il aura envie de faire ça avec moi? Il n'aura pas envie de faire ça avec moi. Donc en fait, la même chose, un parent, il peut voir ça me saoule, ça me pompe. Et un autre parent, il peut voir autre chose, encore un truc plus simple, les devoirs. Les devoirs, vous avez passé du temps avec vos enfants, c'est saoulant. Tu es crevé, tu n'as pas les nerfs. Lui, il faut le tenir, il n'a pas envie de s'asseoir sur une chaise. Mais il faut savoir que si tu ne fais pas ce travail-là pendant 3 à 4 ans, les 3 à 4 premières années où il commence à apprendre au primaire, c'est là que tu lui donnes toutes les valeurs, c'est là que tu lui donnes toutes les bonnes habitudes. Ok? C'est du temps qui est compliqué parce que tu es fatigué, c'est des moments, la vie, elle est difficile pour tout le monde. Mais si tu ne consacres pas ce temps-là, plus tard, tu regretteras. Alors la question, c'est est-ce que tu regardes ce que tu fais maintenant ou est-ce que tu regardes les fruits que ça va amener plus tard? Donc en fait, tout ça pour vous dire que la vie, elle est pleine de contraintes. Mais même les contraintes de la vie, tu peux les vivre de la bonne manière. C'est-à-dire que si tu comprends que les embêtements que tu as, ils font partie de la construction et que c'est des investissements à long terme, eh bien ces moments-là, ça devient des moments de bonheur. Des fois, je vois mes gosses se disputer. Premier réflexe, c'est de dire, mais ils m'ont saoulé à se disputer, à se taper dessus tout le temps. Deuxième réflexe, c'est des gosses, c'est normal qu'ils se disputent. Donc en fait, je ne vais pas dire que je suis heureux qu'ils se disputent, je ne vais pas danser parce qu'ils se disputent, mais il faut accepter les choses et comprendre qu'il y a des choses que ce n'est pas parce que c'est ce qu'on aurait voulu au départ que ça veut dire que c'est forcément négatif. Des fois, c'est l'inverse, on ne veut pas, mais c'est hyper positif. Demain, vous voulez apprendre quelque chose. Je ne sais pas, si vous aimez quelque chose, vous savez, je ne sais pas moi, disons que vous aimez la musique, vous aimez jouer, vous avez envie d'apprendre à jouer du piano, vous avez envie d'apprendre l'anglais, ok? Vous n'avez pas besoin d'être un génie, vous n'avez pas besoin de consacrer votre vie à ça. Par exemple, vous prenez 15 minutes par jour, okay, vous consacrez 15 minutes par jour, tous les jours, à cette chose-là pendant 1 an. Je vous assure, à la fin de l'année, vous savez vous débrouiller parfaitement. Vous savez parler une langue, vous savez jouer d'un instrument. 15 minutes, c'est la qualité qui compte, ce n'est pas la quantité. Vous pouvez faire 15 minutes par jour toute l'année, plutôt que 3 heures par mois, une fois par-ci, une fois par-là. Là, tu n'apprendras rien. La qualité de ton temps. C'est ça qui lui donne sa véritable valeur. Aujourd'hui, pour les gars, c'est la mode. D'accord, on fait de la muscu, surtout maintenant, ils pensent tous qu'en 2 mois, ils vont s'offrir un corps de ouf là, à la plage, ils vont pouvoir frimer, etc. Mais bref, quand tu soulèves du poids à la salle, si le soir même, quand tu rentres à la maison, tu regardes dans le miroir, est-ce que tu vois une différence? Tu ne vois pas de différence. Mais si tous les jours, tu passes 15 minutes à la salle pendant 6 mois, pendant 1 an, et que tu te regardes au bout d'1 an, là, tu vois une différence. Parce qu'en fait, la difficulté de l'être humain, c'est qu'il veut tout avoir tout de suite. Alors qu'en fait, le résultat, il va se traduire qu'au bout d'un certain temps. Des fois, c'est au bout d'1 an, des fois, c'est au bout de 5 ans, des fois, avec les enfants, c'est au bout de 20 ans quand tu vas les marier. Tout est une question de qualité de ton temps. Je terminerai en un mot parce qu'il faut conclure et répondre, amener au moins un élément par rapport à la question qu'on a posée au début. Qu'est-ce qu'on compte pendant le Homer? Le Homer est censé nous amener à Matan Torah. Pourquoi on compte de 1 à 49? Tout simplement parce que pour être digne de Matan Torah, pour être digne de recevoir la Torah, il faut qu'on se construise. Il faut qu'on soit une meilleure personne. C'est-à-dire que la Torah, elle ne peut pas rentrer dans une personne qui est fondamentalement mauvaise, qui a de trop grands défauts. Donc Akadosh Baruch Hu, il t'a donné 49 jours entre la sortie d'Égypte, le moment où il t'a fait la promesse que tu vas devenir son élu, et Matan Torah, pour travailler tout ce que tu as besoin de travailler pour obtenir la Torah. Donc en fait, en d'autres termes, le temps n'est pas ce qui nous sépare de Matan Torah, le temps doit être utilisé pour devenir la personne parfaite pour obtenir la Torah. C'est pour ça qu'on compte de 1 à 49 et pas de 49 à 1. Si effectivement c'était juste un obstacle,
C'est juste un obstacle dont il fallait se débarrasser. Effectivement, on aurait fait 49, 48, 47 jusqu'à arriver à 1. Mais étant donné que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre que j'ai besoin de ces jours-là pour être un juif meilleur, pour être un juif plus fort, pour être un juif avec plus de conviction, plus grand. Alors, ces jours-là, elles doivent me servir à ça. C'est pour ça que, par exemple, on étudie Pirkei Avot, on lit Pirkei Avot. Alors, malheureusement, dans la communauté, c'est venu juste de la lecture. Mais le but de Pirkei Avot, ce n'est pas de la lecture, c'est de comprendre ce qui est écrit. Et ce qui est écrit dans Pirkei Avot, ce sont toutes les valeurs juives. De travailler ces valeurs-là pour être la personne la plus parfaite. Et pareil, toutes les années qui te séparent du mariage, qui vont vous amener tous à votre mariage, elles sont censées pas juste être un temps à passer jusqu'à ce moment-là. Elles sont censées être utilisées pour vous construire et arriver à ce jour-là. Mais si tu arrives ce jour-là sans être construit, eh bien, tu es déjà bancal. Et quand tu es bancal, tu peux tomber à droite, tu peux tomber à gauche, mais tu ne sais pas où tu vas tomber. Donc c'est comme jouer à pile ou face. Comprendre, le temps que vous avez, il est précieux, vous êtes très jeune. Donc ces choses-là, je vous assure, il y a des adultes que je connais personnellement qui ont 40, 50, 60 ans qui n'ont toujours pas compris ça, qui n'ont toujours pas compris la valeur du temps. À quoi ça doit servir le temps? Plus tôt vous l'aurez compris, plus grandes seront les réalisations que vous allez faire dans votre vie, Bezrat Hashem. Ben, ils sont partis goûter les pizzas là-bas? C'est sérieux. Hein? J'ai écouté des cours de Torah et je me suis amélioré. D'un autre Torah qui m'a dit des choses, ça m'a permis d'appliquer ce qu'il faut faire. J'ai utilisé mon temps pour